Ce soir-là, le couvert était mis pour le souper du roi. 22 plats, 3 services, des chandelles par centaines, 200 personnes debout, en silence, qui regardaient Louis XIV manger. Ce même soir, à 60 kilomètres de là, dans un village ordinaire de l'Île-de-France, le curé avait inscrit 11 décès dans son registre paroissial. En une semaine. Pas une épidémie, pas une guerre, la faim. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est comment ces deux réalités ont coexisté pendant 2 ans entiers, comment Versailles a continué à fonctionner, normalement, méthodiquement, pendant que la France perdait entre 1 million et 2 millions de personnes, et surtout ce que les archives révèlent sur ce que le roi savait. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Abonnez-vous si vous en avez fini avec l'histoire superficielle. On ne fait que gratter la surface. Commençons. Je travaille sur les archives de l'Ancien Régime depuis plus de 15 ans. Les rapports des intendants royaux, ces fonctionnaires qui parcouraient les provinces et envoyaient des comptes rendus directs au Conseil du roi, j'en ai lu des centaines aux archives nationales. Ils sont rédigés dans un français administratif, précis, presque froid, mais ce qu'ils décrivent en 1693 et 1694 n'a rien de froid. C'est l'une des catastrophes humaines les moins racontées du règne de Louis XIV. Et Versailles, pendant tout ce temps, a continué à fonctionner. Ce que j'ai trouvé dans ces documents, je vais vous le raconter sans l'arrondir. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Et à la fin de cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si on vous avait déjà raconté cette version de l'histoire. Voici ce que j'ai trouvé. L'été 1692 est court. Dans les provinces du Nord, les pluies commencent en juillet et ne s'arrêtent plus. Les blés versent, c'est le mot qu'utilisent les paysans et les intendants dans leurs rapports. Les tiges plient sous le poids de l'eau, touchent le sol, pourrissent. La récolte de 1692 est mauvaise, pas désastreuse, suffisamment mauvaise pour inquiéter les intendants qui envoient leurs rapports au Conseil du roi. Pas suffisamment pour que Versailles ajuste quoi que ce soit à son calendrier. En septembre 1692, Louis XIV chasse à Fontainebleau comme chaque année. Dangeau note la chose dans son journal avec la précision mécanique qui fait de lui une source inestimable et légèrement épuisante. Le roi a tiré 2 cerfs, la journée était belle, le souper s'est passé sans incident notable. Les rapports des intendants arrivent, ils sont lus, classés, et puis vient l'hiver. Ce que les historiens appellent le grand hiver de 1693 n'a pas de moment d'entrée précis. Il s'installe progressivement à partir de novembre et il ne lâche pas pendant des semaines, pendant des mois. Les sources sont nombreuses et cohérentes, journaux de moines, cahiers de vignerons qui consignaient les températures pour protéger leurs ceps, registres paroissiaux où les curés notaient parfois les conditions climatiques en marge de leurs entrées habituelles. La Seine gèle à Paris, la Loire gèle. Dans les provinces du Nord et du Centre, le sol reste pris jusqu'en avril, parfois jusqu'en mai. Ce n'est pas du froid, c'est une fermeture. Les semailles de printemps 1693 ont lieu trop tard, sur une terre qui vient à peine de dégeler et qui est saturée d'une humidité mauvaise. L'été qui suit est sec, brutalement sec, après l'excès d'eau des mois précédents. Et l'automne
1693, livre sa sentence, la deuxième récolte catastrophique consécutive. Dans certaines provinces, la Bourgogne, la Champagne, la Normandie, une grande partie du Languedoc, la récolte est inférieure de 60 à 70% à une année normale. Je veux que vous mesuriez ce chiffre un instant. Pas 30%, pas 40%, 60 à 70%. Dans une économie rurale où la quasi-totalité de la population vivait du grain qu'elle produisait ou achetait au marché local, une telle perte ne crée pas des difficultés. Elle crée une rupture. Ce qui se passe ensuite est documenté avec une précision que les historiens n'ont pas toujours eu la chance de trouver pour d'autres catastrophes de l'Ancien Régime. Les rapports des intendants provinciaux, ces fonctionnaires nommés par le roi pour administrer et surveiller les provinces, qui avaient l'obligation de rendre compte directement au Conseil, constituent une archive d'une densité exceptionnelle pour ces années-là. J'en ai lu des dizaines aux archives nationales. Certains sont conservés dans leur forme originale, avec les plis du courrier, avec les annotations marginales d'une main que je n'ai pas toujours pu identifier. Leur description du printemps et de l'été 1694, quand les effets de la récolte de 1693 se font pleinement sentir, ont une qualité particulière que je ne suis pas sûr de bien nommer. L'écriture devient plus dense, les phrases plus courtes, comme si l'administrateur qui tenait la plume avait cessé d'écrire pour ses supérieurs et avait commencé à écrire pour lui-même. Le peuple mange des herbes, les paysans abandonnent leurs enfants sur les routes, les morts ne peuvent plus être enterrés faute de bras pour creuser. Ces phrases ne sont pas des métaphores. Les prix du grain s'envolent à une vitesse que le système ne peut pas absorber. Entre 1692 et le pic de 1694, le prix du setier de blé à Paris est multiplié par 4. Et encore, à Paris, il y a encore du blé à acheter. Dans les campagnes les plus touchées, il n'y a plus rien à aucun prix. Les marchés se vident. Les greniers des seigneurs et des abbayes, qui constituaient le filet de sécurité traditionnel de ces communautés, ont été épuisés par la mauvaise récolte précédente ou accaparés par des marchands qui ont compris avant tout le monde ce qui se préparait. Les routes entre les villages et les villes se remplissent de familles qui marchent, pas pour commercer, pour survivre. Les archives hospitalières de cette période, Dijon, Rouen, Lyon, des villes moyennes dont les registres ont été conservés, enregistrent une augmentation brutale des admissions, des adultes épuisés, des enfants séparés de leurs parents, et une mortalité à l'intérieur même de ces hospices qui dit tout sur l'état dans lequel ces gens arrivaient. Pendant ce temps, et c'est là que les deux lignes de cette histoire commencent à exister simultanément, pendant ce temps, à Versailles, le journal de Dangeau continue. Chasse, souper, représentation, audience. Le 14 octobre 1693, Dangeau note que le roi a paru en bonne santé et que la journée de chasse a été excellente. Le lendemain, un intendant de Normandie envoie un rapport qui décrit des villages où la moitié des habitants est incapable de travailler faute de nourriture depuis plusieurs semaines. Ces deux documents existent. Ils sont conservés à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre dans les dépôts d'archives parisiens. Ils décrivent le même royaume, le même mois, le même roi, mais ils ne se parlent pas.
C'est là que cette histoire commence vraiment. Pas dans la catastrophe elle-même, les famines, l'histoire en est pleine, et l'Ancien Régime n'a pas le monopole de la souffrance paysanne. Ce qui rend ces 2 années particulières, ce n'est pas seulement leur ampleur, c'est ce qu'elles révèlent sur l'architecture d'un système qui avait été construit, consciemment ou non, pour que le pouvoir ne soit jamais directement confronté à ce qu'il produisait. Versailles n'était pas seulement un château, c'était une machine à filtrer la réalité. Et, en 1693, cette machine fonctionnait parfaitement. Le souper du roi commence à 10 heures du soir, pas 9 heures, pas 11. 10 heures précises, parce que Versailles fonctionne à l'heure du roi et que l'heure du roi ne négocie pas avec les saisons, les guerres, ni ce qui se passe au-delà des grilles du parc. Le rituel est immuable, les plats arrivent depuis les cuisines dans un ordre précis, couverts d'argent, portés par une procession de serviteurs dont chacun a un titre, une fonction, un rang dans la hiérarchie de la table royale. Le premier gentilhomme de la chambre, le grand chambellan, les chansons, 200 personnes debout dans la salle qui regardent. Louis XIV mange seul, ce qui à Versailles signifie en présence de la moitié de la cour. Ce que mangeait le roi en 1693 n'avait pas changé par rapport à 1683. Les approvisionnements de Versailles ne dépendaient pas du marché ordinaire. Le château avait ses propres circuits, ses propres fournisseurs, ses propres réserves. Le potager du roi, ce jardin extraordinaire créé par la Quintinie à quelques centaines de mètres du château, 29 jardins clos, des centaines de variétés de fruits et légumes cultivés toute l'année, continuaient à produire. Les livraisons de viande, de poisson, de sel, de vin arrivaient selon les contrats royaux, prioritaires sur tout le reste. Versailles ne connaissait pas la disette. Versailles ne pouvait pas la connaître. Le système avait été construit pour que ça n'arrive jamais. Dangeau note pour l'automne 1693 plusieurs parties de chasse à Marly et à Fontainebleau. Le roi tire bien, le roi dort bien. La santé du roi est satisfaisante, de taille qui compte, parce que la santé du roi est une affaire d'État et qu'elle est consignée avec le même sérieux qu'un traité diplomatique. Madame de Maintenon, dans ses lettres à sa nièce, Madame de Caylus, parle de l'hiver. Elle parle du froid dans les appartements, de ses rhumatismes, de la fatigue que lui cause la vie de cour. Elle écrit avec une franchise qu'elle se permettait rarement dans d'autres correspondances. Mais, dans toutes les lettres de cette période que j'ai lues, et elles sont nombreuses, elle écrivait beaucoup. Il n'y a pas un mot sur la famine, pas un. Ce silence m'a occupé longtemps. Il serait facile d'y lire de l'indifférence, mais ce mot est trop simple, trop propre pour ce qu'il s'agit de décrire. Madame de Maintenon n'était pas une femme sans cœur. Elle avait elle-même connu la pauvreté dans son enfance, une pauvreté réelle, pas symbolique. Ce silence dit autre chose. Il dit que Versailles avait ses propres frontières, pas des murs, pas des gardes, mais une architecture mentale qui séparait ce qui comptait de ce qui existait ailleurs. La cour vivait dans un présent continu de protocole et de rivalité. Ce qui se passait hors de ce présent-là appartenait à une autre catégorie. Il y a dans les archives une série de lettres d'une dame de compagnie, femme de petite noblesse, dont le mari était resté gérer leurs terres en province. Elle écrit régulièrement, elle décrit le froid dans les couloirs, les intrigues autour d'une nomination,
une robe abîmée lors d'une cérémonie. Son mari, de son côté, lui envoie des nouvelles de leur terre, des nouvelles de plus en plus sombres au fil des mois de 1693. Les fermiers ne peuvent pas payer. Les récoltes sont perdues. Des gens meurent dans les villages voisins. Elle reçoit ses lettres. Elle y répond. Mais, dans sa propre correspondance depuis Versailles, le sujet n'apparaît pas. Comme si les deux réalités ne pouvaient pas coexister dans la même phrase, comme si les écrire ensemble aurait brisé quelque chose qu'elle avait besoin de maintenir intact pour continuer à fonctionner là où elle était. Les fêtes de Versailles, en 1693, continuent, pas à leur rythme le plus fastueux. La guerre de la Ligue d'Augsbourg pèse sur les finances royales, et Louis XIV a déjà fondu une partie de sa vaisselle d'or pour financer ses armées. Mais les représentations ont lieu, les bals ont lieu. Le calendrier de la cour, avec ses cérémonies fixes, ses anniversaires, ses processions religieuses, se déroule comme prévu. Versailles fonctionnait, et c'est précisément ça, le problème, pas le scandale d'une fête organisée en temps de crise, mais quelque chose de plus difficile à nommer. La capacité d'un système à continuer normalement pendant que l'abnormal se déroule à 60 km sans que personne n'ait eu à décider que c'était acceptable. Personne n'avait décidé. C'était simplement la façon dont les choses fonctionnaient. À 60 km de Versailles, un curé tient son registre. Il s'appelle Pierre Jourdain, ou du moins, c'est le nom qu'on lit sur les premières pages du registre paroissial de son village, conservé aujourd'hui dans un dépôt d'archives départementales où il a dormi pendant 2 siècles dans une chemise cartonnée sans étiquette. Son écriture est régulière au début, appliquée, celle d'un homme qui a appris à bien former ses lettres et qui en est encore fier. En janvier 1694, l'écriture change, pas brutalement, progressivement, comme si la main suivait l'état de celui qui la tenait. Il inscrit 11 décès en une semaine, puis 7, puis 9. Les registres paroissiaux de cette période constituent l'une des sources les plus saisissantes que l'histoire de France ait produite, non pas parce que leurs auteurs voulaient témoigner, mais précisément parce qu'ils ne le voulaient pas. Ces curés de campagne ne rédigeaient pas des mémoires. Ils faisaient leur travail administratif, baptême, mariage, sépulture. La catastrophe apparaît dans la comptabilité sèche des morts, dans l'accélération du rythme des entrées, dans les noms qui se répètent parce que toute une famille disparaît en quelques semaines. Certains curés ajoutent des notes marginales, brèves, factuelles, presque gênées, comme si commenter ce qu'ils consignaient dépassait ce qu'ils s'autorisaient. Mort de faim apparaît dans plusieurs registres. Pas souvent, suffisamment. Les rapports des intendants provinciaux disent la même chose avec d'autres mots. L'intendant de Bourgogne écrit à l'automne 1693 que les villages se vident. Les paysans qui ont encore la force de marcher fuient vers les villes. Dijon, Rouen, Lyon reçoivent des flux de migrants internes que leurs infrastructures ne peuvent pas absorber. Les hôpitaux sont pleins. Les couvents qui distribuaient traditionnellement de la soupe aux pauvres sont débordés depuis des semaines. Des familles entières campent aux portes des villes, dans le froid, sans que personne ne sache quoi faire d'elles. Les enfants abandonnés. Je dois m'arrêter là-dessus un moment, parce que c'est l'un des faits les plus difficiles à lire dans ces archives.
Les registres des hospices et des foundlings, les maisons d'enfants trouvées, enregistrent pour les années 1693 et 1694 une augmentation brutale du nombre de nourrissons déposés sur les seuils des églises ou des couvents, des parents qui avaient épuisé toutes les autres options, des parents qui pensaient, peut-être, qu'abandonner leur enfant était la seule façon de lui donner une chance. La plupart de ces enfants mouraient quand même. Les registres le disent aussi. Je vais être honnête sur les chiffres globaux, parce que les chiffres sont là où l'histoire devient incertaine, et je préfère vous dire clairement où je me trouve. Les historiens démographes s'accordent sur une fourchette entre 1 300 000 et 2 millions de morts en France, entre 1693 et 1695. Certains avancent des chiffres plus élevés. La méthode de reconstitution démographique, à partir des registres paroissiaux, a ses limites. Tous les villages n'ont pas conservé leurs archives, toutes les archives n'ont pas été dépouillées. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que dans certaines paroisses rurales de Bourgogne et de Normandie, un tiers des habitants inscrits en 1690 n'apparaît plus dans les recensements de 1695. Un tiers. Sébastien le Prestre de Vauban parcourait la France en ces années-là, le maréchal ingénieur que Louis XIV admirait entre tous, celui qui avait dessiné les fortifications du royaume et dont le nom était synonyme de loyauté absolue au service du roi. Cet homme-là regardait ce qui se passait et prenait des notes. Sa dîme royale, rédigée peu après et publiée en 1707 contre la volonté du roi, contenait des données que ses contemporains ont trouvées scandaleuses, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient vraies et qu'un homme de sa position n'aurait pas dû les écrire. Vauban estimait que 10% de la population française vivait dans la mendicité absolue, que la majorité des Français survivaient dans une précarité que le système fiscal aggravait structurellement à chaque mauvaise récolte. Ce n'était pas un pamphlet révolutionnaire, c'était le rapport d'un ingénieur loyal qui avait regardé la France avec les mêmes yeux méthodiques qu'il regardait ses fortifications et qui avait décrit ce qu'il voyait. Le roi a fait saisir le livre. Vauban est mort quelques semaines après sa publication, disgracié, et les routes, pendant tout ce temps, continuaient à se remplir. Des hommes, des femmes, des enfants qui marchaient vers quelque chose, une ville, une distribution, une rumeur de greniers ouverts, sans savoir si ce quelque chose existait vraiment. Certains mouraient sur ces routes. Les registres paroissiaux des villages traversaient en garde parfois la trace. Un inconnu, âge estimé, enterré au bord du chemin. Pas de nom, pas d'origine, juste une croix. Voici ce qu'on a tendance à faire avec Louis XIV et la famine de 1693, l'accuser ou l'absoudre. La première version est commode. Le roi, dans sa bulle dorée, sourd au monde réel, trop occupé par ses soupers et ses chasses pour entendre les mourants. La seconde est tout aussi commode. Un monarque débordé par une catastrophe climatique qu'aucun gouvernement de l'époque n'aurait pu anticiper ni résoudre. Ces deux versions ont en commun d'être trop propres. La réalité que les archives révèlent est plus inconfortable que l'une ou l'autre. Louis XIV savait. Les rapports des intendants lui parvenaient, pas directement. Ils passaient par le conseil du roi, étaient résumés, reformatés, présentés dans un ordre
et avec une emphase que les secrétaires d'État décidaient. Mais ils arrivaient, et les décisions qui ont suivi montrent que leur contenu n'avait pas été entièrement filtré. Le roi a accordé des exemptions fiscales temporaires dans les provinces les plus touchées, des remis sur la taille, l'impôt principal qui pesait sur les paysans. Il a autorisé des importations de grains depuis la Baltique et les Provinces-Unies, levant temporairement des droits de douane qui les rendaient habituellement prohibitives. Des aumônes royales ont été distribuées, documentées, pas négligeables, organisées avec le sérieux administratif que Versailles appliquait à tout ce qu'il faisait. Ces mesures ont existé, il faut le dire clairement, mais elles n'ont pas suffi. Et la question qui me retient, après des années avec ces documents, n'est pas pourquoi elles ont échoué. Les famines de l'Ancien Régime résistaient aux solutions partielles. Le système de distribution des subsistances n'existait tout simplement pas à l'échelle nécessaire. La question qui me retient est différente. Qu'est-ce qui a rendu impossible d'aller plus loin ? La guerre d'abord. La guerre de la Ligue d'Augsbourg est toujours active en 1693. La France combat simultanément contre l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Espagne, le Saint-Empire. Les finances royales sont sous une pression que même Versailles ne peut pas ignorer complètement. C'est cette pression qui a conduit à fondre la vaisselle d'argent du château 2 ans plus tôt, ouvrir massivement les greniers royaux, financer des distributions à l'échelle du pays, réformer la fiscalité en plein conflit armé. Aucun conseiller du roi ne lui a proposé cela, et il est probable qu'aucun ne l'aurait pu sans risquer sa position. Il y a ensuite Fénelon. L'abbé François de Salignac de La Motte-Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne, petit-fils du roi, un homme qui vivait à Versailles, que Louis XIV estimait, qui avait accès aux cercles les plus proches du pouvoir. Vers 1694, Fénelon rédige une lettre au roi. Son mode de transmission exact reste débattu par les historiens. Il est possible qu'elle ne lui soit jamais parvenue directement, qu'elle ait circulé sous forme de manuscrit dans certains cercles de la cour sans atteindre Louis XIV lui-même. Mais son contenu a existé. Il a été lu par des gens proches du roi et il dit des choses que personne d'autre n'osait formuler aussi clairement. Fénelon écrit en substance « Vos flatteurs vous ont caché la vérité pendant des années. La France n'est plus un royaume glorieux. C'est un grand hôpital désolé et sans provisions. Vos peuples meurent de faim, et vous ne le savez pas, parce que le système que vous avez construit autour de vous est fait pour que vous ne le sachiez pas. » Cette phrase, je l'ai relue plusieurs fois. Elle dit quelque chose de précis sur le mécanisme, parce que c'est là que la question du « savait-il » devient plus complexe qu'une réponse binaire. Savoir dans le système de Versailles n'était pas un acte simple. Les informations arrivaient transformées, calibrées, présentées dans un cadre qui les rendait compatibles avec la vision que le roi devait maintenir de son propre règne. Un intendant qui écrivait « Le peuple mange des herbes » voyait son rapport résumé au Conseil en difficulté persistante dans certaines provinces, mesures recommandées. Le filtre n'était pas intentionnel, il était structural. Louis XIV, à 55 ans, au sommet d'un règne qu'on lui avait appris, depuis l'enfance, à considérer comme une mission divine. Cet homme-là recevait une réalité prédigérée, pas par malveillance, par architecture. Ce qui me trouble encore, après tout ce temps avec ces sources,
C'est moins ce que le roi ignorait que ce qu'il avait cessé de chercher à savoir. Il y a une différence. Les mendiants arrivent aux portes de Versailles à l'hiver 1693. Pas en masse organisée, par flux continu, des familles qui ont marché depuis des jours, parfois des semaines, attirées par une rumeur de distribution royale, ou simplement par la logique désespérée de se rapprocher du centre du pouvoir quand tout le reste a échoué. Les archives de police et les correspondances administratives de la région le documentent avec une précision froide. Les routes menant au château voient circuler des indigents en nombre inhabituel. Les autorités locales s'organisent pour canaliser ces flux, établir des points de distribution aux entrées de la ville, éviter que les abords immédiats du château ne soient envahis. Le roi, selon toute probabilité, n'a jamais vu ces gens. Saint-Simon rapporte une scène, et je dois être honnête sur ce que vaut Saint-Simon comme source, parce que son génie de mémorialiste s'accompagnait d'une tendance à arranger les faits au service d'un récit, et parce qu'il écrivait souvent des décennies après les événements qu'il décrivait. Mais il rapporte ceci. Louis XIV, lors d'une promenade dans le parc, aurait croisé un groupe de paysans qui s'étaient glissés dans les jardins. Le roi aurait demandé qu'on leur donne à manger. Peut-être. Ce qui est certain, c'est que Saint-Simon traite l'épisode comme une exception remarquable, pas comme une habitude, pas comme le signe d'une attention constante du roi à la misère de ses sujets, comme un moment singulier, presque accidentel, où les deux réalités se sont frôlées. Puis les jardins ont été fermés, et Versailles a continué. La dîme royale de Vauban est saisie en 1707, l'année de sa mort. Louis XIV, selon les sources, est déçu et irrité, non pas parce que le livre ment, mais parce qu'un homme de cette loyauté, de ce rang, a choisi de publier ce que la propagande royale avait passé 30 ans à recouvrir. Vauban ne demandait pas la révolution, il demandait une réforme fiscale. Il demandait qu'on regarde la France telle qu'elle était. Le livre est interdit. Son auteur meurt quelques semaines plus tard, sans réconciliation avec le roi qui l'avait servi toute sa vie. Et puis, il y a les registres paroissiaux, ces cahiers ordinaires que personne n'a commandés, que personne n'a pensé à détruire, parce que personne ne pensait que quelqu'un les lirait un jour. Ils ont survécu par inertie dans des cures, des greniers de notaires, des mairies de villages où ils dormaient depuis 2 siècles avant que les archives départementales les récupèrent. Ils ne racontaient pas l'histoire que la monarchie voulait qu'on retienne. Ils ne racontaient rien de délibéré. Ils consignaient des noms, des âges, des dates, c'est suffisant. Ce que cette histoire révèle finalement, ce n'est pas la monstruosité d'un homme. Louis XIV n'était pas un monstre. Cette réponse est trop simple et, d'une certaine façon, trop rassurante, parce qu'elle permet de séparer le problème de sa structure pour le concentrer sur un individu qu'on peut juger et ranger. Ce que cette histoire révèle, c'est la capacité d'un système à se maintenir sans que personne n'ait jamais eu à décider explicitement que c'était acceptable. Personne à Versailles n'avait choisi que des familles mouraient sur les routes. Personne n'avait signé cet ordre. Le système produisait ce résultat mécaniquement, comme il produisait mécaniquement les soupers royaux, les chasses, les registres d'étiquettes, chaque rouage fonctionnant normalement, l'ensemble produisant quelque chose qu'aucune de ces parties n'aurait revendiqué. Ce qui me reste
Après tout ce temps, avec ces documents, c'est moins la colère que quelque chose de plus difficile à nommer. Une attention particulière pour les gens qui ont continué à noter, les intendants qui écrivaient des rapports précis en sachant que leurs supérieurs les résumeraient jusqu'à les vider, les médecins qui consignaient les symptômes dans des cahiers que personne ne lirait, les curés de campagne qui inscrivaient des noms dans des registres paroissiaux, des noms d'enfants sans parents connus, d'inconnus morts au bord des routes, de familles entières disparues en quelques semaines. Ces gens ont fait leur travail, leurs témoignages ont survécu. Dans un village de la Brie dont le registre est conservé aux archives de Seine-et-Marne, un curé a inscrit le 14 janvier 1694 le décès du dernier enfant d'une famille de 5. Il avait 3 ans. Son nom était Pierre. Louis XIV avait encore 22 ans à vivre. Les historiens appelleraient son règne le plus long d'Europe. Pierre, lui, n'a pas eu d'autres histoires. Dites-moi dans les commentaires si on vous avait déjà raconté cette version-là. Et si cette vidéo a changé quelque chose à votre regard sur Versailles, abonnez-vous. La suite est encore plus troublante.